Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Zone d'Ombre. Une émission exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce que l'affaire Stern qui nous occupe est une affaire hors norme. Ce n'est pas tous les jours qu'un banquier est retrouvé mort dans une combinaison latex. Parce que ce dossier garde encore des secrets que nous tenterons de percer avec nos invités. Enfin et surtout parce que pour la toute première fois, la meurtrière d'Edward Stern, Cécile Brossard, a accepté pour Zone d'Ombre de s'exprimer. Vous découvrirez sous quelle forme à la fin de cette émission. Mais d'abord, place aux faits. La réalisation est signée Frédéric Zimmermann. « 1er mars 2005. Ce mardi, Maria est souffrante. Elle n'a pas pu faire le ménage à l'appartement d'Edward Stern, au 5e étage de cet immeuble chic des Eaux Vives à Genève. Alors qu'elle se repose chez elle, soudain le téléphone sonne. Au bout du fil... Un certain David, un collaborateur d'Edward Stern, qui, inquiet de ne pas voir son patron, cherche à le joindre et donc joint la femme de ménage. Il veut savoir si elle a des nouvelles de son patron. La réponse est non. Et donc, il demande à la femme de ménage de venir à l'appartement avec les clés. Quand Maria arrive à l'appartement, ils sont 3 à l'attendre. Elle ouvre, la porte est fermée à double tour, mais l'alarme n'est pas enclenchée, ce qui ne correspond pas aux habitudes de son patron. Plus étrange encore, posé sur un petit guéridon, le portable d'Edward Stern affiche 28 appels en absence. Elle entre, elle marche dans le couloir. À ce moment-là, les 3 collaborateurs d'Edward Stern lui disent de rester à l'arrière. Ce sont eux qui vont jusqu'à la chambre à coucher. Et ce sont eux qui découvrent un corps par terre. Affolés, ils envoient Maria chercher du secours au poste de police au bas de l'immeuble. À 14h56, l'alerte est donnée. Je monte à l'étage et je me retrouve sur un pas de porte assez étroit où il y a déjà des collègues qui sont sur place. La police technique et scientifique, la médecine légale, les magistrats, leurs greffiers. Bref, effectivement, il y a beaucoup de monde sur place. Je fais en premier lieu filmer la scène de crime. Comme ça, les autorités qui viennent sur place peuvent voir la scène du crime sans y mettre leurs pieds, sans polluer la scène du crime. Sur l'écran de la caméra, on découvre quelques vêtements d'hommes éparpillés, une chaise Louis XV renversée et la victime couchée sur le flanc gauche, engoncée dans une combinaison de latex couleur chair. On constate un épanchement de sang au sol au niveau de la tête de la victime. Ce qu'il faut préciser, c'est que à ce moment, nous n'avons aucun moyen de déterminer les causes du décès. Sur place, à ce moment-là, je ne sais pas qui est la personne qui se trouve à l'intérieur de la combinaison latex. Je ne peux pas dire si c'est déjà un suicide ou un meurtre. On peut aussi penser qu'il y avait une tierce personne et puis qu'à ce moment-là, c'est un jeu sadomaso qui a mal tourné. On peut penser plein de choses. Pendant que la police scientifique relève empreintes et traces ADN, ordre est donné de ne pas toucher le corps. La combinaison de latex garde alors tout son mystère. De son côté, la brigade criminelle commence à fouiller l'appartement. Pas de traces d'effraction, pas d'objets volés, mais des découvertes surprenantes. La fouille sommaire nous a permis de découvrir 4 armes qui étaient sous clé dans un placard penderie. Et des objets de type sexuel, sextoys, revues, DVD, films. Il y a également lieu de fouiller l'immeuble. On ne se gêne pas de le faire. De nombreux bureaux doivent être visités, plusieurs coffres-forts sont découverts. Dans un des sous-sols qui était à disposition de la victime, nous découvrons de très nombreuses armes. Plus de 50 au total, un véritable arsenal. Aux environs de 20 h, le corps de la victime est transporté à l'Institut de médecine légale. La combinaison de latex est enfin retirée. Nous devrons attendre ce moment-là pour avoir confirmation qu'il s'agit bien d'un homicide, que la victime a été atteinte d'au moins 4 projectiles. Et nous devons attendre ce moment-là aussi pour confirmer l'identité du défunt. La police a donc affaire à un meurtre par balle. Et la victime est bien Edward Stern. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui nous dit que ça va être terrible. Je vous le dis franchement, je l'ai dit, c'est un mot que j'ai utilisé, je dis gaffez-vous, ça va nous péter.
Les inspecteurs n'ont pas le droit à l'erreur, car Edward Stern n'est pas n'importe qui. Non seulement le banquier est la 38e fortune de France, mais en plus c'est un ami personnel de Nicolas Sarkozy, d'ores et déjà en pré-campagne présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, on vient d'apprendre ce soir que le banquier français Edward Stern a été assassiné hier à Genève. Le meurtre fait la une de toute la presse et interpelle jusqu'au sommet de l'État français, au point que les enquêteurs suisses craignent d'être mis sur écoute. Le juge d'instruction décide de doter les enquêteurs, c'est-à-dire les 4 personnes qui procèdent à l'enquête et lui-même, de téléphones portables qui sont spécialement dédiés aux communications qui doivent avoir lieu dans le cadre de l'instruction. En clair, tous les appels concernant l'enquête ne doivent se faire que sur ces téléphones, histoire d'éviter toute oreille indiscrète. La police suisse surveillée par les services secrets français. L'affaire Stern serait-elle une affaire d'État ? Bonsoir Alain Jourdan. Bonsoir. Alors si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous connaissez particulièrement bien l'affaire Stern, puisque vous y avez consacré 2 livres avec votre consoeur Valérie Duby. Pourquoi est-ce que cette affaire a d'emblée des allures, j'allais dire, d'affaire d'État ? On a une double explication. D'abord, n'oublions pas que c'est un Français qui est assassiné à l'étranger. Donc il y a déjà une procédure normale qui consiste à alerter le consulat, l'ambassade, qui doivent faire le nécessaire pour savoir ce qui se passe. Donc il y avait déjà une pression par les circuits diplomatiques habituels. Ensuite, il y avait une seconde pression qui était directement de Nicolas Sarkozy, parce que un de ses amis avait été assassiné. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est même plus tellement un secret. C'est-à-dire que, étant également proche de l'épouse d'Edward Stern, il a essayé de se renseigner pour lui donner des informations tout bêtement, pour faire remonter des informations à la famille Stern sur ce qui avait pu se passer à Genève, parce qu'elle-même était dans l'ignorance. Maître Bonan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez la famille Stern. Grâce à vous, on espère en savoir un petit peu plus sur les coulisses de cette affaire. Très vite, après le meurtre, vous vous souvenez que les rumeurs les plus folles ont circulé à Paris comme à Genève. Oh, mais c'est toujours comme ça. Quand vous ne savez pas quelque chose, comme c'est un état auquel vous ne vous résignez pas, vous avez 2 ou 3 thèmes de prédilection. La mafia, elle peut être russe, elle est aussi colombienne souvent. Les francs-maçons, ce n'est plus un sujet. Et puis, mais c'est au fond assez naturel. Et on est assez prompt à voir probablement une main politique, des intérêts singuliers, nécessairement mystérieux. Donc c'est assez normal qu'au fond, on a évoqué une multitude d'hypothèses. Bref, on l'aura compris, l'affaire Stern démarre d'emblée comme une affaire exceptionnelle. On parle de mafia russe, de services secrets français. Mais l'enquête policière va s'avérer beaucoup plus simple. On regarde. Très vite, la police soupçonne une personne de l'entourage d'Edward Stern. Parce que l'alarme n'était pas enclenchée, parce que la porte d'entrée était fermée à double tour. Sur les 7 clés de l'appartement, les inspecteurs en retrouvent 6. Il en manque une. Nous imaginons comme une forte possibilité que la porte ait été verrouillée par la dernière personne ayant quitté l'appartement. Dès lors, cette personne devait en posséder la clé. On pense tout de suite à la clé qui nous manque encore et qu'on n'a pas retrouvée. Puis il y a les images de la vidéosurveillance du parking de l'immeuble. Qui montre une femme blonde sortir du garage à 21h15 au volant d'une Mini grise immatriculée dans le canton de Vaud. En parallèle, nous avons les témoignages des collaborateurs de la victime qui font état du fait que M. Stern avait une maîtresse qu'il voyait régulièrement. Une femme blonde, elle aussi. Nous apprenons qu'elle s'appelle Cécile Brossard. Nous apprenons aussi que M. Stern lui aurait confié la clé de l'appartement. Nous apprenons enfin que dernièrement, un litige est survenu entre la victime et cette Madame Cécile Brossard concernant une somme d'1 million de dollars qui lui aurait dans un premier temps confiée ou offerte et que dernièrement, il essayait de récupérer. À l'heure où la police commence son enquête, Cécile Brossard est en Australie. C'est là, à Sydney, qu'elle reçoit un message de Fabienne Servan-Schreiber. La demi-sœur d'Edward Stern cherche à l'appeler de toute urgence.
Quand enfin Fabienne Servan-Schreiber réussit à la joindre, elle lui explique que quelque chose de grave est arrivé à Édouard. Cécile Brossard, qui visiblement est quand même une comédienne hors pair, dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quoi? Édouard a eu un accident ?» Dans un incroyable simulacre, elle feint la surprise. « Que me dis-tu » Elle a encore du sang qui ruisselle sur ses mains. « Que me dis-tu » Elle hurle de douleur comme il sied. Et là, Cécile Brossard dit à Fabienne Servan-Schreiber qu'elle doit absolument revenir, qu'elle va revenir tout de suite à Genève parce qu'elle doit porter le deuil. Cécile Brossard prend le premier avion pour la Suisse. Elle rentre à son appartement à Clarens, près de Montreux, où elle vit avec son ami Xavier. Et le 5 mars, elle contacte le juge en charge de l'enquête pour lui faire part de sa volonté de témoigner. Monsieur Grabert, magistrat instructeur, délègue à la police l'audition de Madame Brossard et nous demande de l'entendre en qualité d'auteur présumé de meurtre déjà. Mais face aux inspecteurs, la jeune femme nie toute implication. Et comme il n'y a pas de preuves contre elle, elle ressort libre, mais surveillée de près. Le lendemain de cet interrogatoire, un ami dévoué, persuadé de son innocence, lui fait rencontrer Maître Depreux. Je rencontre une jeune femme dans tous ses états, totalement décomposée, hors d'elle, en pleurs, détruite. Elle est aussi très bouleversée parce qu'elle est l'objet d'interrogatoires assez musclés, si j'ai bien compris, de la part de la police de sûreté, qui lui pose beaucoup de questions sur sa vie, sur leurs relations réciproques, sur leur vie sexuelle. Et au fond, je me suis dit que ma mission, c'était de la protéger sur ce plan. 10 jours plus tard, le juge Grabert a suffisamment d'éléments pour interpeller Cécile Brossard. Son ami Xavier est entendu également. Et c'est lui, sans le vouloir, qui finit par la trahir en répétant à la police ce que lui a dit Cécile le soir du meurtre. Elle lui a indiqué qu'elle avait trouvé la victime, Édouard Stern, morte dans son appartement, morte de plusieurs projectiles d'armes à feu. Seulement voilà, personne à part Cécile ne pouvait savoir qu'Édouard Stern avait été tué par balle. Sous l'effet de la chaleur, le latex s'était refermé sur les impacts. Acculée, Cécile Brossard avoue. Elle raconte que ce lundi 28 février, elle arrive à l'appartement d'Édouard Stern un peu après 19h30. Son amant la rejoint quelques minutes plus tard. Je crois que la première chose qu'il lui dit, c'est qu'il a oublié son arme, parce qu'il est porteur d'une arme, étant exposé à des dangers dans la conduite de ses affaires. Et comme elle s'en inquiète, il lui montre que dans son dressing, il a une cachette dans laquelle sont rangées toute une série d'armes. Il en charge même quelques-unes devant elle pour la rassurer et lui montrer qu'il n'y a en tout cas pas de problème du côté de sa défense. Ils se disputent autour du fameux million versé puis bloqué par Édouard Stern, quand soudain, l'ambiance se trouble. Il lui dit qu'il veut faire l'amour avec elle. Apparemment, il y avait un rite convenu entre eux où il s'habille en latex, qui n'est pas très simple, paraît-il. Lui est assis à califourchon sur une chaise. Et voilà que dans cette scène érotique, mademoiselle Brossard se campe face à lui. Elle s'est mise aussi en évidence. Et là, un olisbos à la main. Ce que les modernes appellent un godemichet. Tour à tour, elle se pénètre par cet olisbos et puis le donne à humer, à goûter. Enfin, rien que de très classique dans les amours bourgeoises. Et c'est à ce moment-là, au fond, dans le cours du jeu, que tout d'un coup, Édouard Stern lance à Cécile Brossard cette phrase que les psychologues ont considérée comme étant la phrase gâchette. 1 million, c'est cher payé pour une pute. On passe de l'amour à un mépris extraordinaire et ça provoque à l'intérieur de
de Cécile Brossard l'explosion qu'on peut imaginer. Je suis pour cet homme-là uniquement l'ordonnatrice de ses plaisirs, et encore la plus méprisable d'entre elles, parce qu'il ne dit pas une courtisane, il ne dit pas une étaïre, il dit pute. Tel un automate, Cécile Brossard raconte qu'elle se rend alors dans le dressing pour chercher l'une des armes qu'Édouard venait de charger. Elle revient, elle le contourne pour qu'il ne la voie pas arriver porteuse de l'arme fatale. Et elle tire une première balle dans la tête. À ce moment-là, il se lève de la chaise, il tournoie, et elle raconte qu'elle avait le sentiment qu'elle tirait sur un être désincarné, sur une poupée, disait-elle. Elle tire un deuxième et un troisième coup dans son corps, et puis finalement un quatrième à nouveau dans la région de la tête. Parce que, dit-elle, elle se souvient à ce moment-là, comme dans un flash, de ces animaux qu'elle a vus horriblement souffrir en Afrique lors des chasses auxquelles Edward Stern la conviait, et pour avoir ainsi, au fond, voulu abréger les souffrances de sa victime. C'est encore la mort que l'on veut et que l'on vise lorsqu'un corps à terre a encore des soubresauts et qu'on l'achève. Alors, est-ce que c'est une exécution? Oui, on a voulu achever le mourant. Affolée, Cécile Brossard ramasse les douilles, les armes, fourre le tout dans un sac et rejoint sa voiture au parking. Il est alors 21h15. Sur le chemin du retour qui l'a conduit à Montreux, Madame Brossard passe un coup de téléphone à son ami, à Xavier. Qui, quelques minutes plus tard, va lui réserver un billet de train, le Montreux-Rome. Elle se rend au bord du lac à Clarence, où elle jette depuis un débarcadère les quelques objets qu'elle a emportés et l'arme du crime. Elle repasse en vitesse à son appartement, se précipite à la gare de Montreux pour prendre le train pour Rome. Mais Cécile se trompe de quai. Elle monte dans le train régional qui la dépose à Villeneuve. Il est 23h39. J'ai reçu un appel d'un jeune. Il voulait commander un taxi pour une dame qu'elle avait loupé le train, donc Intercité à Montreux. Elle était très en pleurs. Fébrile, Cécile Brossard demande au taxi de rattraper le train, à Aigle d'abord, puis à Martigny, mais sans succès. Finalement, la course se poursuit jusqu'en Italie. On est arrivé à la douane italienne. Ils nous ont demandé des papiers. Apparemment, elle n'avait pas de papiers. Et puis, elle se justifiait au douanier comme quoi elle avait perdu, qu'elle avait oublié son sac à main dans le train. J'avais un doute. Est-ce que c'était quelqu'un qui fuyait son mari? Mais j'irais jamais à croire que c'était ça. Aux environs de 4 heures du matin, le taxi arrive enfin à Milan. Mais à cette heure-là, l'aéroport est fermé. Elle était très nerveuse et donnait des coups de pied dans la porte d'aéroport. Puis j'ai essayé de la calmer, que ça va ouvrir. Elle me l'avait dit que j'allais être connu. Je ne comprenais pas pourquoi. Je lui ai dit en rigolant, je suis déjà connu, je suis un chauffeur taxi. Quelques heures plus tard, Cécile Brossard s'envole pour l'Australie. Elle voulait remonter le temps, explique-t-elle, comme pour gommer la réalité. Alors, aux côtés de Maître Bonan, on accueille Maître Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi de participer à cette émission. Vous êtes donc l'un des 3 avocats qu'a eu Cécile Brossard. L'une des premières choses qu'a faites la défense, c'est de demander à Cécile Brossard, depuis sa prison, de raconter par écrit sa relation avec Edward Stern. Quel était le but de ce manuscrit, de ce document? Je ne faisais pas encore partie du Collège de la Défense à ce moment-là, mais je crois que mes confrères poursuivaient un triple but. D'abord, il s'agissait au fond de figer un récit pour pouvoir démontrer ultérieurement que les explications de Cécile Brossard ne variaient pas au gré des circonstances. Ensuite, il s'agissait de lui permettre à elle de faire cette espèce de devoir
de souffrance, surtout dans l'état où elle était à ce moment-là, en couchant sur le papier une histoire qu'elle avait beaucoup de peine à raconter. Puis enfin, on avait besoin d'informations sur ce qui s'était passé, surtout jadis, pendant la relation avec Edward Stern. Et pour toutes ces raisons, ce récit venait à propos. Et c'est sur la base de ce récit que vous avez fondé votre stratégie de défense, qui était de démontrer, au fond, qu'elle a été victime de harcèlement ? Alors, c'est à partir des informations que nous avons trouvées dans ce récit que nous avons d'abord orienté l'instruction en sollicitant des auditions, en trouvant notamment l'identité de toute une série de témoins. Et puis, bien sûr, ça a été notre guide, simplement parce que c'était couché sur le papier les explications de notre cliente. Maître Bonan, si la défense donc fonde d'emblée sa stratégie sur le harcèlement, votre stratégie à vous, c'est au contraire de mettre en évidence, au fond, la duplicité de Cécile Brossard qui apparaît lors de sa fuite, vous le disiez, sa duplicité et son appât du gain. Comme il était prévisible que la défense tenta de démontrer que, au fond, l'auteur était victime, c'est une stratégie classique et légitime de la défense, il m'appartenait tout de même de démontrer que les motivations de Mademoiselle Brossard, quand elle a commencé à les exprimer, n'avaient pas simplement la pureté désespérée. Elle n'était pas aussi noble. Au fond, il n'y avait pas que de la douleur, c'est-à-dire à côté des sentiments qu'elle portait, elle avait des intérêts, des habiletés, des avidités. Elle était aussi une femme concrète. Justement, quand elle fuit en Australie, on sait qu'elle a appelé à plusieurs reprises, elle a contacté à plusieurs reprises sa banque. Est-ce que pour vous, c'était clairement pour récupérer ce fameux million Parce qu'avant d'être la femme, je crois sincèrement, repentante qu'elle était au procès, elle a été la manipulatrice, la duplice de sa fuite. Alors, cette période-là est la période où elle démontre une pensée rusée, une pensée calculatrice, et un sens de l'intérêt concret. C'est Sganarelle réclamant ses gages. Mon million, mon million, mon million. Téléphone à des avocats, elle téléphone à la banque. Elle en fait un vaste sujet. Est-il vrai que quelques jours avant son arrestation, vous avez reçu de son avocat vaudois de l'époque une lettre dans laquelle, au fond, Cécile Brossard fait clairement comprendre à la famille Stern qu'elle a intérêt à lui redonner ce million? Cet avocat écrit à la veuve et aux enfants qui viennent de découvrir l'assassinat de leur père, qu'au fond, ils auraient intérêt à rendre le million, parce qu'autrement, un scandale éclaterait. Ça ressemble à s'y méprendre à la contrainte, c'est plus banalement dit de la vilainie. Maître Raymond, donc si l'on en croit ce qui vient d'être dit, il apparaît que votre cliente n'était pas aussi désintéressée que cela. Elle a cherché à récupérer ce fameux million. Alors je ne crois pas que l'enquête ait établi qu'elle avait cherché à récupérer le million, en dépit du courrier qu'on vient d'évoquer. Ce qu'elle a cherché à savoir, et alors là c'est vrai avec une insistance considérable, avec force, c'était les motifs qu'avait invoqués Edward Stern pour faire bloquer cet argent. Alors, que venait faire exactement ce million dans leur relation? Quel lien unissait ces deux êtres qu'a priori rien ne rapprochait? Portrait croisé d'un banquier richissime et d'une femme mi-artiste, mi-libertine. Edward Stern naît le 18 octobre 1954 à Neuilly-sur-Seine. Sa mère, Christiane Laroche, est une mondaine. Son père, Antoine-Jean Élie Stern, dirige la banque familiale, l'une des premières banques privées françaises. Derrière la belle façade de l'hôtel particulier près des Invalides à Paris, le jeune Édouard grandit sans amour et dans le mépris affiché de son père. Il le faisait rentrer par la porte de service, il interdisait d'aller dans les salons de réception, de marcher sur les tapis. Alors l'enfant bafoué et méprisé se venge et humilie à son tour. C'était un peu le petit Abdallah dans Tintin, c'est-à-dire il se permettait tout, méprisant tout le monde, arrachant les ailes des mouches, invitant des amis, il les enfermait dans un tonneau. Toute l'après-midi, il étranglait les oiseaux, le sale petit vicelard, quoi. Cécile Brossard, elle, grandit loin des beaux quartiers parisiens, dans la banlieue grise et morne. Pas le même décor, mais les mêmes souffrances liées à l'enfance. En ce qui concerne son père,
c'était un homme aux mœurs particulièrement légères, qui organisait à son domicile toutes sortes de fêtes plutôt débridées, dont Cécile Brossard et sa sœur étaient les témoins. La maman de Cécile Brossard, il y a visiblement de graves troubles psychologiques, puisque lorsque les 2 petites filles Brossard sont toutes petites, elle veut les entraîner dans son suicide en ouvrant la porte du four et en mettant la tête à l'intérieur. Ajoutez à cela un oncle qui, à 2 reprises, si mes souvenirs sont bons, a violé Cécile Brossard quand elle avait 12 ans, ça vous donne une idée assez édifiante du climat dans lequel cette fillette, à l'époque, a dû grandir. À l'adolescence, Cécile fait une tentative de suicide. Sa mère l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. C'est sa tante qui parvient à l'en sortir et qui l'envoie en Angleterre comme jeune fille au pair. À son retour en France, la jeune femme vit de petits boulots et de rencontres. Depuis l'âge de 20 ans, on peut dire qu'elle est entretenue par des hommes. Maintenant, de savoir si elle est call girl, demi-mondaine, geisha des temps modernes. Je crois que l'idée avait été lancée en tout premier lieu précisément par son père, répondant à des journalistes français. Fait est que Cécile Brossard n'a jamais vécu de ses charmes. Toutes les vérifications n'ont absolument pas permis de mettre en évidence que Madame Brossard ait eu un quelconque lien avec le milieu de la prostitution, quel qu'il soit. Pas de lien avec la prostitution. En revanche, Cécile Brossard est une libertine qui s'assume. À Nantes-le-Haudouin, où elle vivait, où les soirées libertines étaient fréquentes, connues. D'ailleurs, tous les accessoires de soirées libertines ont été retrouvés dans cette maison. C'était dans le village, c'était un sujet de conversation. Pendant ce temps-là, Edward Stern, lui, évolue dans le monde feutré de la banque. C'est à 22 ans qu'il forge sa légende de prince noir de la finance. Il n'a pas fini ses études, qu'il parvient à sauver la banque familiale du dépôt de bilan, se débarrassant au passage de son père. La banque appartenait aux grands-parents qui naturellement avaient donné la gestion de la banque à leur fils, qui était incompétent, et Edward Stern est arrivé à convaincre sa grand-mère de sauter une génération. Il a piqué la banque à son père. Alors que tout lui réussit, Edward Stern épouse Béatrice David Veil, une jeune fille bien née elle aussi. Son père est le patron de la Banque Lazare, l'une des plus grandes banques d'affaires au monde. Tout le monde pense à ce moment-là que le gendre va prendre le contrôle de la Banque Lazare. Mais le jeune loup semble être si arrogant qu'il se met à dos tous les associés de la banque, au point que son beau-père doit s'en séparer. Il aurait dit « Je l'ai traité comme mon fils et il m'a traité comme son père ». À 43 ans, Edward Stern sait qu'il a raté l'occasion de diriger une grande banque. Il a raté aussi son mariage. Béatrice divorce et part vivre à New York avec leurs 3 enfants. Le financier crée alors son propre fonds d'investissement. Il réalise quelques bonnes affaires, mais rien de comparable avec ses exploits du passé. C'est au printemps 2001, à un dîner chez un ami galeriste parisien, qu'il rencontre une certaine Cécile Brossard. Les distances interstellaires les séparaient, le milieu, la culture, l'argent, la pratique du monde. Et pourtant... Leurs parcours d'enfance ont été, ou ont fait d'eux, des êtres solitaires et des êtres de souffrance. Et c'est probablement dans ce registre-là qu'ils se reconnaissent. C'est le début d'une relation des plus tumultueuses entre Paris, Genève et partie de chasse africaine. Elle lui devient peu à peu indispensable. Elle est folle de lui, elle l'a dans la peau. C'est vraiment l'amour fou. Inès est une amie de Cécile, une confidente. Sa liaison avec Édouard, elle l'a suivie depuis le début, de la passion jusqu'aux humiliations. Il me faisait peur. J'aurais pas voulu me retrouver seule avec lui.
Elle me raconte que psychologiquement, c'est très très difficile pour elle car il l'oblige à regarder des choses en sa présence qui sont insupportables, surtout pour une femme qui aime un homme. Ces choses, c'est des relations sexuelles avec d'autres partenaires ? Tout à fait. Je lui dis à plusieurs reprises, tu pourrais essayer de rencontrer quelqu'un, mais elle dit non, c'est lui l'homme de ma vie, je ne pourrais pas aimer quelqu'un d'autre comme lui. Bien sûr qu'il avait des brutalités de comportement ou de langage. Bien sûr qu'il pratiquait le mépris. Eh oui, je ne pense pas que ce fût un homme bienveillant. À un moment donné, je me disais, un de ces jours, elle va se suicider parce qu'elle était vraiment en bas. Ce rapport-là supposait que quelqu'un mourut, c'était elle ou lui. En novembre 2004, Cécile est à bout de nerfs et se bourre de médicaments. Elle veut rompre. C'est alors qu'Édouard lui écrit une lettre. Il lui dit « Je vais t'épouser et puis je vais assurer ton indépendance financière en te versant $1 million. » C'était la démonstration qu'Edward Stern, pour qui les investigations l'ont démontré, un sou était un sou, non seulement l'aimait, mais l'aimait au point de lui procurer une certaine indépendance financière. Elle me parle de la promesse de mariage, mais c'est juste au moment où elle avait décidé de le quitter et elle n'y croit pas trop. Et jouer avec elle, c'était un jour je t'aime, un jour je te déteste. Les derniers temps, c'était très fréquent. Est-ce qu'elle vous parle du million ? Non, elle ne m'a jamais parlé d'argent. Ce fameux million, Édouard Stern finit par le verser sur le compte de sa maîtresse, mais plus tard que convenu. Ils se disputent tant et si bien qu'elle le quitte, que lui a le sentiment qu'on l'a escroqué. Je verse $1 million, peut-être en retard, et voilà que ce que j'apprends, c'est qu'elle est partie, qu'elle ne veut plus me voir, qu'elle rompt. Donc, au fond, il le prend très mal. Édouard Stern le prend si mal que le 24 février, il fait bloquer l'argent. Il l'annonce à Cécile le 26 au soir. 2 jours plus tard, elle le tue. Alain Jourdan, avec Valérie Duby, vous êtes tout de suite intéressé à la personnalité, bien sûr, de ces deux amants. Et vous avez été les premiers, au fond, à vous interroger sur des liens possibles de Cécile Brossard avec la prostitution, alors qu'a priori, on ne l'a vu, rien ne le prouve. C'est en tout cas ce qu'a conclu l'enquête policière. Est-ce que vous aviez des infos solides ? Alors, on a écrit une chose au début de l'affaire. C'est une information qu'on avait eue par plusieurs informateurs qui nous renvoyaient au réseau Margaret, qui était un réseau d'escort girls de luxe, pas de prostituées, pas de call girls, d'escort girls de luxe, qui rayonnait sur toute l'Europe et qui alimentait des grands chefs d'industrie, des gens de la politique, etc. Ça ne s'est pas confirmé par la suite. En revanche, les personnes qui faisaient partie de ce réseau n'étaient pas fichées dans les réseaux de prostitution. Elles n'étaient pas fichées comme prostituées, elles étaient fichées par les services de renseignement. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à avoir de sérieux ennuis avec les avocats de la défense. Alors, on a eu des ennuis avec les avocats de la défense qui ont voulu faire interdire le livre. Donc, on s'est dit que visiblement, il y a des choses qui dérangeaient dans d'autres enquêtes. Maître Raymond, pourquoi la défense avait tellement peur, au fond, de cette histoire de call girl ? Est-ce que ça mettait en péril la thèse du meurtre passionnel que vous alliez plaider ? On va le découvrir par la suite. Non, la problématique de la call girl, au demeurant totalement irrelevante, n'alimentait pas nos réflexions. Il se trouve que la procédure pénale de notre pays et de beaucoup d'autres pays, heureusement, est gouvernée par un principe qui s'appelle la présomption d'innocence. Et au nom de ce principe-là, eh bien, on ne publie pas tout et n'importe quoi sur une affaire en cours. C'est aussi simple que ça. Avant le début du procès, surtout, il faut le signaler. Au tout début de l'affaire. Voilà. Maître Bonan, le latex, le SM, c'est très tendance aujourd'hui. C'est peut-être classique dans les amours bourgeoises, comme vous dites. Néanmoins, on imagine bien que c'est le genre de détail que la famille Stern voulait éviter. La raison pour laquelle on n'en a pas fait un sujet majeur, j'imagine de part et d'autre, et le juge non plus, c'est que ça ne joue aucun rôle dans le drame qui s'est noué. Il se trouve qu'Edward Stern a trouvé la mort
dans des circonstances sexuelles, mais pas à raison du sexe. Qui dominait qui dans cette relation? Qui était le plus dépendant de l'autre? En tout cas, je ne crois pas que l'on puisse dire que la supériorité intellectuelle manifeste, physique, sociale, économique d'Édouard en fit le dominateur. Je pense qu'ils se dominaient l'un l'autre. Si vous définissez la domination comme le besoin insurmontable que l'on a de l'autre, alors chacun était le dominé. Si vous considérez que la domination, c'est ce par quoi l'autre s'aliène, chacun était pour partie aliéné. Je dirais que c'est la caractéristique des amours. Il y a simplement chez ces deux-là une démesure de ce que l'on trouve ailleurs. Et voilà. Ils sont morts de démesure. Alors, puisque vous parlez de cette relation, je profite de l'occasion pour rappeler qu'en toute fin d'émission, nous découvrirons le point de vue de Cécile Brossard, qui a donc accepté de s'exprimer pour la toute première fois. Et elle s'exprime notamment, bien sûr, sur son amant. Quoi qu'il en soit, des personnalités pour le moins complexes que ces deux êtres. Cécile Brossard, elle, a été diagnostiquée borderline. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité borderline? Est-ce qu'une simple phrase peut les faire passer à l'acte? On écoute l'expert psychiatre français Daniel Zaguri, qui connaît bien par ailleurs les crimes dits d'amour. Une personnalité borderline, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est à la frontière, ni dans la maladie mentale, ni dans la normalité au sens large. Ce sont des sujets qu'on décrit comme étant vulnérables, avec un amour-propre fragile, avec une impulsivité, avec une variabilité de l'humeur et des émotions, surtout quand c'est en rapport avec quelque chose de très important pour eux, qui est l'angoisse d'abandon, qui peuvent basculer, soit dans la dépression, soit dans des états de déstabilisation. Et il est très fréquent que le moment de bascule soit contemporain de phrases qui, comme celle-là, sont disqualifiantes, insupportables à vivre et renvoient la personne à une image ravalée et surtout à un effondrement des rêves. Le passage à l'acte est souvent contemporain du moment où le sujet se rend compte que c'est irréversible, que c'est irrémédiable, que la séparation est là. En tant que psychiatre, en tant que clinicien, j'ai été frappé de voir à quel point, par exemple, la jalousie n'était pas nécessairement au devant de la scène. Ce sont le plus souvent des crimes de l'angoisse d'abandon. Ce sont des crimes de la séparation inconcevable. Et au fond, une des façons de garder l'autre pour l'éternité, c'est de le tuer. C'est un peu comme dans la chanson de Johnny Hallyday, vous savez, je l'ai tué pour la garder. Alors les crimes d'amour, des crimes de l'angoisse, de l'abandon, de la séparation inconcevable, dit l'expert psychiatre. Au niveau juridique, c'est quoi la définition du meurtre passionnel ? Alors, le législateur suisse a fait du meurtre par passion, au fond, une forme spéciale de l'homicide. Et on est puni moins sévèrement si on a agi en proie à une émotion violente ou dans un état de profond désarroi. Quand vous dites moins sévèrement, ça peut même être très faible. La sanction peut descendre jusqu'à 1 an et le maximum est de 10 ans. Alors il est souvent plaidé, le meurtre passionnel, mais très rarement retenu. Pourquoi ? Très rarement retenu parce que, comme je vous le disais il y a un instant, il suppose un cumul de circonstances qui ne sont pas toujours toutes réunies. Alors en tout cas, c'est ce que vous avez plaidé, le meurtre par passion, avec votre associé Maître Morer. On va tout de suite découvrir si les jurés vous ont suivi. « 10 juin 2009. Le procès Stern, qu'on annonce comme le procès du siècle, attire la foule au palais de justice de Genève. Journalistes du monde entier et simples curieux se pressent pour assister au dernier acte.
Premier à entrer en scène, la famille Stern. Béatrice David-Weill, l'ex-femme d'Édouard, accompagnée de 2 de ses enfants, Louis et Mathilde. La famille Stern est vraiment arrivée avec la boule au ventre, avec la peur d'un grand déballage. Donc sa priorité, c'était effectivement que ça soit le moins spectaculaire possible. Et la principale raison, c'était pas des affaires d'État, des choses comme ça. La principale raison, c'était protéger les enfants. D'où le huis clos demandé par leur avocat, Maître Bonan, pour leur comparution. Leur mère, en revanche, est entendue publiquement. Elle avait appris, bien sûr, à l'occasion de cette procédure, 1000 choses sur ses dérives, sur un aspect de lui. Et il se trouve que dans son regard de femme aimante, ces 1000 choses n'ombraient d'aucune manière le souvenir de l'homme. Vient ensuite le moment tant attendu de ce premier jour du procès, l'arrivée de la prévenue. On imagine voir arriver la maîtresse sadomaso et on voit arriver une loque. Une petite femme, toute frêle, toute timide, toute menue, les yeux rougis en permanence, qui pleure sans cesse. Une petite chose qui demande pardon à la famille Stern, à Béatrice et aux enfants. Si son procès avait un sens, un seul pour elle, c'était celui-là. Le reste ayant beaucoup moins d'importance à ses yeux. Les avocats disent toujours à leurs clients demandez pardon, ça fait bien dans le décor. Ça n'a trompé personne, ce pardon. Puis les audiences s'enchaînent, les témoins se succèdent, les souvenirs se croisent et s'entrechoquent. C'est comme dans une pièce de théâtre, on a un défilé de témoins, de tenues Dior, Chanel, des dames extrêmement bien mises, des messieurs en costard-cravate, qui viennent toutes raconter Édouard Stern. Dire à quel point il était exceptionnel, cultivé, charmeur. En face, les témoins de la défense font plutôt pâle figure. 2 mondes, 2 univers, les riches face aux pauvres. Le contraste est particulièrement saisissant au moment de la comparution du voisin de Cécile. Michel Roussel, déjà, il arrive transpirant, suant, c'est un petit monsieur qui raconte très simplement, avec ses mots à lui, un vocabulaire vraiment très simple, racontant les harcèlements d'Édouard Stern envers Cécile Brossard. Il a entendu notamment des conversations, il a entendu des extraits de messages laissés par Édouard Stern. Des messages dans lesquels il la compare à une gardienne de camp de concentration, des messages où il lui ordonne de ramener du gibier sexuel, comme il dit, des jeunes filles avec un bel étalon. Et il y a ce moment extraordinaire où Bonan prend la parole et essaie de lui dire « vous êtes un faux témoin, vous inventez, etc. » Lui, terrien, campé dans la terre, lourd, lesté par un bon sens primordial. Mes ruses langagières, il ne les voyait pas, et ne les voyant pas, il n'en était pas affecté. Il lui dit, je suis sûr cette expression, il lui dit « vous essayez de me faire mélanger les crayons, mais moi, j'y étais, pas vous. » Et là, la salle applaudit. Et voilà que je vis un échec cuisant. Parce qu'il est totalement insensible à l'intelligence. Après le défilé des témoins, c'est le temps des plaidoiries. Pour la défense, c'est une histoire d'amour qui tourne à la tragédie. Pour les parties civiles, un crime commis pour l'espoir évanoui d'1 million de $. Pour Maître Bonan, la priorité est d'éviter le meurtre passionnel, soutenu par les avocats de Cécile. Dans le meurtre passionnel, la victime est coupable. Elle est pour partie coupable de son sort. Il l'a bien voulu, il l'a cherché. Et ça, naturellement, c'était insupportable au regard simplement de la vérité, c'était aussi insupportable pour la sensibilité des victimes. Pour démontrer précisément que le crime était passionnel, il fallait démontrer qu'elle avait agi dans un état d'émotion que les circonstances rendaient excusable. Et pour faire cette démonstration, les avocats de la défense, Maître Raymond et Maître Morer, racontent la violence, le mépris et les humiliations subies au quotidien. Tout sujet qui nous était en même temps
presque interdit par Cécile Brossard, qui refusait que l'on dise du mal de celui qu'elle continuait à aimer par-delà la mort. Après une semaine de procès, les jurys rendent leur verdict. Cécile Brossard est reconnue coupable du meurtre d'Edward Stern, mais ils ne lui accordent pas la qualification de crime passionnel. Elle est condamnée à 8 ans et demi de prison. C'est une surprise pour personne. C'est vraiment une surprise pour personne. Personne dans la salle, je suis sûr que même la famille d'Edward Stern n'imaginait pas une seule seconde qu'elle allait prendre 20 ans. Notre sentiment, aussi présomptueux que ça puisse avoir l'air, est d'avoir fait du bon travail. Ce qui m'apportait, à savoir que cela ne fut pas retenu comme un meurtre passionnel, est acquis. Bref, tout le monde semble satisfait, surtout soulagé. Pour moi, c'est un procès qui a été réglé au millimètre. Il suffit de voir le déroulement du procès pour comprendre qu'il y a un arrangement. C'est tellement énorme. Il y avait 2 grands secrets. Il y avait un secret qui embarrassait beaucoup la partie civile et un secret qui embarrassait beaucoup la défense. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait parmi les journalistes. Et évidemment, ces 2 secrets n'ont jamais été révélés publiquement au procès. Maître Bonan, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre sans ambages aujourd'hui. Est-ce que vous avez, oui ou non, passé un accord avant ce procès avec les avocats de la défense? Ce que nous avons décidé, mais presque silencieusement, c'était de ne pas avoir des cruautés inutiles. Et surtout... Un accord de bonne manière. Oui, d'élégance naturelle, mais on n'a même pas besoin de la décider. Elle nous vient comme une respiration. Nous sommes suffisamment comblés pour ne pas plaider de manière racoleuse. Nous sommes tous les deux assez convaincus, et le bâtonnier Moret, que l'on plaide pour une cause et pas pour s'exaucer, que le public et les journalistes, pour estimables qu'ils soient, ne sont pas les destinataires de notre effort. Mais est-ce que c'est pas plus que ça, quand même? Pardonnez-moi de vous interrompre. Assurément pas plus que ça. Vous avez quand même renoncé à plaider l'assassinat juste avant le procès. Madame, j'ai renoncé, je crois l'avoir dit à un certain moment, parce que je n'étais pas convaincu que cela fût juste. Et à vrai dire, de plaider quelque chose d'injuste, on peut s'y résigner, mais si on échoue, cela enlève brutalement à l'autorité de votre parole. Mais pourquoi avoir renoncé juste avant le procès? Mais parce que c'est avant le procès que l'on fait l'inventaire de ses forces. Je savais que le procureur général à l'époque ne m'aurait pas soutenu. Mais c'est encore la démonstration qu'il n'y ait pas eu un accord avec la défense, madame. Un accord, pour illusoire qu'il fût, aurait supposé qu'il renonce à plaider le meurtre passionnel, moi renonçant à plaider l'assassinat. Voilà un accord équilibré. Je n'ai renoncé à rien que de mon propre mouvement, et eux n'ont renoncé absolument à rien. Je crois pouvoir vous dire, et il s'en souvient peut-être, que malgré cet accord implicite de bonne manière, le bâtonnier Raymond a été d'une cruauté et d'une rudesse, même vis-à-vis de moi, au point que j'ai quitté la salle pour ne pas en être blessé. Alors on va l'interpeller, Maître Raymond, justement. Vous confirmez aussi, au fond, que vous avez conclu entre vous un pacte de non-agression, un gentleman agreement? Je ne vous confirme rien de tout cela. Je vous confirme ce que vient de vous indiquer le bâtonnier Bonan. On était entre gens, en principe, bien élevés. Il y avait quand même des victimes indirectes de l'affaire qui était jugée par la cour d'assises, notamment des mineurs. On n'a pas eu besoin de faire de très grands efforts pour arriver à la conclusion que tout ce qui était inutilement trash, et quand je dis inutilement, je pense irrelevant, n'avait pas besoin d'être évoqué au cours de ce procès. Alain Jourdan, est-ce que vous êtes convaincu par la réponse de nos 2 avocats, donc un accord de bonne manière plutôt qu'un arrangement au fond à l'américaine? Non, je trouve que nous avons 2 gentlemen qui ont été tout à fait fair-play dans leurs explications. C'est tout comme commentaire? Pas plus. Alors, notre confrère Arnaud Béda parle de secrets que tous les journalistes connaissent. Alors, on peut le dire, le secret qui embarrassait la partie civile concerne l'affaire Julia Lemigova. Vous pouvez peut-être nous en dire brièvement un mot. Qui est Julia Lemigova? Alors, Lemigova, c'est une ancienne Miss ex-URSS
qui a été la maîtresse d'Edward Stern et qui aurait eu un enfant de cette liaison, Maximilien, lequel enfant serait mort du syndrome du bébé secoué, avec à 5 mois et demi, avec une nounou bulgare qui aurait mystérieusement disparu. Et surtout, la mère a toujours soupçonné, au fond, Edward Stern de ne pas être étranger à ce drame-là. Il y a eu des accusations qui ont été portées, mais ça n'a jamais été jugé, il n'y a jamais rien eu de démontré, donc c'était la plus grande prudence qui s'imposait sur ce dossier-là. Maître Raymond, vous connaissiez bien sûr cette affaire Julia Limigova avec Maître Maurer. Pourquoi ne pas l'avoir utilisée? C'était une bombe. Ça n'avait strictement rien à voir, raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi nous nous serions attelés à faire la démonstration d'une affaire classée 3 fois depuis longtemps. Ça ne nous concernait pas. Maître Bonan, est-ce que c'est un secret qui était quand même assez une affaire, on va parler de secret, une affaire embarrassante pour la partie civile si elle était sortie? D'abord, ce n'était pas un secret du tout, parce qu'ainsi qu'on vous l'a rappelé, il y a une procédure en France à laquelle, au moment où elle se diligentait, a été réservé un écho raisonnable. C'était une chose parfaitement connue. Et l'enquête avait abouti au constat que, il n'était pas prouvé que cet enfant fût d'Edward Stern, et deuxièmement, qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il y ait une relation entre Edward Stern et la mort du bébé secoué par une Bulgare. Tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, ce n'est pas un mystère. Si par mystère, vous dites quelque chose d'embarrassant, qu'il faut occulter, qu'il faut cacher, qu'il faut taire, d'aucune manière. Alors, on parle aussi d'un secret qui aurait embarrassé la défense. Est-ce que vous, partie civile, ça évoque quelque chose pour vous? Écoutez, moi, je serais absolument ravi de le connaître. J'adjure tous ceux qui suggèrent qu'il existe de me le dire, que je puisse finalement avoir barre sur Alec Raymond, sur Pascal Maurer, que je puisse nuire à ces jeunes ambitieux qui me menacent. Enfin, dites-le-moi. Alors, on va poser la question. J'espère que c'est sexuel, parce que c'est plus porteur. Maître Raymond, est-ce que la défense avait un secret à cacher? Alors, que je sache, la défense n'avait pas de secret à cacher. Et je suis d'ailleurs un peu étonné que le journaliste qui s'exprime depuis dans votre sujet et qui parle d'un secret de polichinelle n'ait pas, lui, au nom de son métier à lui, révélé cette extraordinaire vérité qu'il semble à peu près seul à cultiver. Autre question taboue. Comment Cécile Brossard, qui n'a pas un sou, on le sait, a-t-elle pu se payer 3 ténors du barreau genevois, Maître de Preux, Maître Maurer et vous-même? Bon, ça fait partie de ces sujets qu'en principe l'avocat n'a pas le droit de partager avec le public, mais je sais qu'on a dit... Mais ça nourrit beaucoup de fantasmes. On a même dit que la famille Stern vous payait. Enfin, ça a alimenté beaucoup de rumeurs, donc c'est l'occasion d'être transparent ce soir. Non, je crois que ça n'est plus un secret pour quiconque. La défense est intervenue largement, gratuitement dans cette affaire. Vous n'avez pas été payé? Nous n'avons pas été payés parce que nous n'avons pas demandé paiement, parce que, contrairement à ce que pensent un certain nombre de caricaturistes, les avocats, et en particulier les pénalistes, ont parfois un sens du devoir qui ne se conjugue pas nécessairement avec l'argent. Alain Jourdan, vous y croyez aux avocats, aux pénalistes qui travaillent, au fond, gratuitement pour le prestige, pour la gloire? Ça m'est difficile de les remettre en cause. Ils viennent de nous donner une explication dont acte. C'est vrai que c'était quelque chose qui paraissait assez étrange dans le contexte, mais bon, je retiens la vérité qui est dite aujourd'hui. Alors, des secrets d'alcôve bien gardés, des dossiers enfouis à jamais, l'affaire Stern a alimenté toutes les rumeurs et nourrit tous les fantasmes. Reste-t-il des zones d'ombre? La réponse en images, toujours signée Frédéric Zimmermann. Huit ans après les faits, ils sont encore nombreux à croire que Cécile Brossard aurait été engagée par des mafieux russes ou par les services secrets français pour tuer son amant. La théorie du complot qui a pu être avancée par certains a été étudiée, mais très rapidement abandonnée. En définitive, à teneur du dossier, absolument aucun élément ne vient étayer d'une quelconque manière le fait que Mme Brossard ait pu être commanditée, manipulée par qui que ce soit. Faire tomber une femme en amour, garder le contrôle de cet amour, provoquer les circonstances de cet amour déçu, et puis être dans la dépendance de l'assassine qui vous aurait servi, ça n'a aucun sens.
Si la thèse d'un contrat sur sa tête a vite été écartée, il reste néanmoins beaucoup de mystères autour d'Edward Stern et de ses affaires financières. Très vite, on s'est rendu compte pendant notre enquête que c'était extrêmement sensible. Même les enquêteurs suisses, même le juge se retrouvent sous surveillance. Donc il y a quelque chose dans le dossier Stern qui inquiète l'État français au plus haut niveau. Ce n'est pas seulement l'affaire de Meurs qui peut justifier un tel déploiement. Parmi les affaires sensibles liées aux financiers, l'affaire Rhodia, du nom de cette entreprise chimique française, dans laquelle il avait investi des dizaines de millions d'euros, investissement qui s'est révélé catastrophique pour lui et l'un de ses amis milliardaires. Hugues de l'Astérie du Saillant, qui malgré son joli nom à rallonge, est une crapule de deuxième zone, maître chanteur, comme on en voit dans le monde des affaires. Maître chanteur ou actionnaire floué? Une chose est sûre, les deux hommes ont perdu beaucoup d'argent. Alors ils portent plainte contre les administrateurs de Rhodia pour faux bilan, délit d'initié, informations trompeuses et abus de biens sociaux. Et parmi ces administrateurs, il y a un certain Thierry Breton, fraîchement nommé au gouvernement. Il y a un lien de simultanéité puisque Thierry Breton, qui est administrateur de Rhodia, est nommé ministre des Finances 6 jours ou 5 jours avant la mort d'Edward Stern. Mais en dehors de cette coïncidence, je ne vois absolument pas quel peut être le lien. C'était pas sur le dossier Rhodia qu'on allait faire assassiner Edward Stern. On allait lui mettre des avocats, on allait faire des plaintes, on allait se sortir des livres, des articles pour se salir, mais certainement pas assassiner. Et pourtant, le fameux Hugues de l'Astérie du Saillant, lui, ne se gêne pas de faire le lien. Auditionné par la police genevoise, il déclare « Je ne serais pas étonné que des agents secrets aient assassiné Edouard. » L'Astérie du Saillant pense que les services secrets sont capables de mettre Stern dans une combinaison en latex pour le faire tirer dedans. Non mais on rêve. La justice suisse s'est prononcée et c'est Cécile Brossard et elle seule qui a été reconnue coupable de meurtre. De meurtre et non pas d'assassinat, ce qui exclut la préméditation. Et pourtant restent des questions. Pourquoi Cécile vient à Genève avec la voiture de son ami Xavier et pas la sienne? Pourquoi utilise-t-elle son portable français et pas le suisse habituel? Surtout, il y a l'enchaînement des événements. C'est ce 28 février à 15 h que la jeune femme a la confirmation à sa banque que le million a bel et bien été bloqué. 5 heures plus tard, elle tue Edward Stern. Je pense que l'idée de la mort d'Edward Stern a dû traverser l'esprit de Cécile Brossard. Pas nécessairement ce jour-là, mais je n'ai pas la conviction intime, c'est-à-dire rationnelle et raisonnable, qu'elle est partie de Vevey avec l'idée d'assassiner Edward Stern. Rien vraiment ne permet de penser que Cécile Brossard a prémédité son acte. Autre élément troublant, la chronologie des tirs. Une première balle entre les deux yeux, la dernière dans la tête, un mode opératoire qui ressemble plus à une exécution qu'à un crime passionnel. Enfin, il y a les munitions. Le revolver était chargé avec des balles de types différents. Il est assez étonnant qu'un connaisseur d'armes comme M. Stern ait pu charger un revolver grâce à plusieurs types de munitions différents. Quant à savoir si c'est Mme Brossard elle-même qui avait chargé l'arme, c'est posé. À teneur des éléments du dossier, cela n'a jamais pu être démontré. Quoi qu'il en soit, la justice a tranché. La Cour a jugé que Cécile Brossard a agi de manière non réfléchie et non préméditée. Elle seule, aujourd'hui, connaît la vérité. Alex Raymond, c'est vrai que cette question des munitions, c'est ce qui reste le plus troublant. Tout le monde confirme en effet qu'un collectionneur d'armes ne charge pas un revolver de manière aléatoire. Oui, mais toute personne qui aurait lu la procédure
saurait que lors des chasses en Afrique, on charge précisément les armes avec des munitions variées pour des motifs que j'ignore parce que je ne suis pas un spécialiste. C'était donc délibéré pour vous, c'est la marque du chasseur qu'il était, c'est ça? Alors je dis simplement que le chargement de cette arme indique qu'elle a très certainement été remplie de munitions par Edward Stern et définitivement pas par Cécile Brossard. Alain Jourdan, au terme de cette émission, on peut dire au fond que les vraies zones d'ombre sont plutôt à chercher du côté des dossiers périphériques au meurtre, des dossiers qui sont d'ailleurs à ce point sensibles, on ne l'a pas dit, mais Edward Stern se sentait clairement menacé avant sa mort. Oui, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne soit pas tout le temps sur la même longueur d'onde avec les avocats, parce qu'ils parlent d'un dossier criminel et il y a d'autres dossiers à côté qui ne sont pas dans la procédure et qui évidemment ne les concernent pas. Edward Stern est un personnage exposé. Il a obtenu un port d'armes de Claude Guéant, qui est à l'époque le directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy, ce qui est une procédure tout à fait exceptionnelle. En France, on les compte sur le doigt d'une main, les personnes qui ont ce port d'armes. Donc il y avait des menaces qui étaient sérieuses. Et pourquoi ces dossiers sont à ce point sensibles? Parce que là, on touche à des affaires économiques, des entreprises du CAC 40, des financements. Les fusions-acquisitions, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de la prise de contrôle d'entreprises stratégiques. Edward Stern est au milieu de ces montages financiers. Donc ça veut dire qu'il s'occupait de dossiers aux confins de la haute finance et des intérêts de l'État français, c'est ça que vous voulez dire? Il est au milieu, évidemment. Donc à partir de ce moment-là, c'est un personnage qu'on surveille, qu'on essaye de voir de près. Et puis, pour répondre sans conditionnel à la question des officines, très précisément, est-ce qu'il y a eu des officines sur cette affaire? Oui, il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'il y a eu des manipulations? La réponse sans conditionnel est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intervenus autour de ce dossier pour créer un climat et désinformer? La réponse est oui. Et ce ne sont pas des conditionnels. Et ce sont des dossiers qui n'ont rien à voir avec la mort d'Edward Stern et rien à voir avec l'affaire criminelle. Des dossiers qui étaient près de son vivant, c'est ça que vous voulez dire? Et ça a un nom, ça s'appelle un chantier. Dans le domaine des barbouzeries et des officines barbouzardes, on appelle ça un chantier. C'est une déstabilisation de quelqu'un qui est orchestrée. Cette déstabilisation était prête avant la mort d'Edward Stern. Edward Stern est mort et le chantier, l'opération est partie. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et c'est sans conditionnel. Maître Raymond, ça fait donc 3 ans maintenant que votre cliente a recouvré la liberté. À quoi ressemble sa vie au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire un mot sur elle? On peut dire simplement qu'elle mène une vie très simple, très campagnarde et surtout très solitaire. Alors j'ai pu parler à Cécile Brossard au téléphone à plusieurs reprises et pour la toute première fois et pour Zone d'ombre, elle a accepté de s'exprimer. Alors bien sûr, elle n'a pas souhaité être filmée, mais elle m'a adressé une lettre, cette lettre la voici, et elle m'a demandé d'en lire quelques extraits, ce que je vais donc faire. Je m'exprime à titre exceptionnel pour dire ma reconnaissance et la conscience de la chance que j'ai eue d'avoir une partie civile pleine d'honneur et de dignité. Au procès, Mme Stern a expliqué son ressenti avec une élégance sans pareille, n'ayant jamais recours aux larmes alors que je pleurais sans cesse, ce qui était nettement moins digne. Sa fille Mathilde s'est concentrée à décrire le bon père qu'il était et elle a dit une phrase qui m'a immensément peinée car seule la vérité blesse. Elle a dit « Elle n'a pas pensé à nous ». Je n'étais pas en état de penser durant ces quelques secondes où tout a explosé en moi. Si j'avais été en état de penser, moi qui suis croyante, j'aurais appliqué le commandement « Tu ne tueras point ». Et ensuite, évidemment, j'aurais pensé aux enfants et à Édouard. La sœur d'Édouard, Fabienne Servan-Schreiber, a dit une très belle phrase que j'entends encore. Un dîner avec Édouard, ce n'est pas la même chose qu'un dîner sans Édouard. J'ai fait immédiatement l'extrapolation et j'ai pensé la vie sans Édouard, ce n'est pas pareil que la vie avec Édouard. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et regretterai éternellement mon geste. Si je fais ces révélations, c'est avant tout pour dire qu'Édouard avait une belle âme. Il avait le goût des œuvres d'art, de la musique classique, de la littérature. Il aimait apprendre par cœur les poèmes d'Aragon pour les transmettre à ses enfants. Voici donc le vrai Édouard que d'aucuns ont essayé de salir, mais qui, comme la vérité, met un certain temps à émerger. Mais quand elle éclate, alors elle brille de tous ses éclats. Telle est la belle et lumineuse personnalité d'Édouard. Voici donc les mots inédits de Cécile Brossard. Maître Bonan, puisqu'elle s'adresse en priorité aux parties civiles, peut-être une réaction à ses regrets? Écoutez, la douleur d'une partie civile n'est jamais, à vrai dire, amoindrie par l'expression des regrets.
parfois, elle exige la reconnaissance des faits. Mais l'expression des regrets est sans effet sur la douleur. En revanche, l'expression des regrets est très révélatrice de celui ou de celle qui les formule, est une nécessité, une belle nécessité de l'âme ou du cœur de Mademoiselle Brossard. Je trouve que c'est une lettre bien écrite. Je trouve qu'elle exprime des sentiments d'une réelle élévation. Naturellement, ça n'essuiera pas mes larmes, mais peut-être ça la réconcilie un peu avec cet autre d'elle-même et qui a tué l'homme qu'elle aimait. Maître Raymond, un commentaire sur cette lettre de votre cliente ? Ce sont évidemment des mots qui me touchent parce que probablement que mieux que beaucoup d'autres, je sais la sincérité de celle qui les écrit. En tout cas, il me paraît en tout cas certain que cette lettre devrait faire taire le journaliste de votre documentaire qui s'imagine que tout acte de repentir ou tout mot de regret est nécessairement une forme de tactique. Moi, j'entends là la sincérité. Voilà, ce sera sur les mots inédits, donc encore une fois, de Cécile Brossard que prend fin ce Zone d'ombre. Merci à vous de nous avoir permis de réaliser cette première grande émission sur l'affaire Stern. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez manqué le début, vous pouvez bien sûr toujours consulter notre site. Très belle fin de soirée à toutes et à tous sur la RTS.